Véronica Brown est sophrologue, cursus certifié, maître praticienne en hypnose, formatrice agréée par l'État et coach spécialisée dans la reconversion professionnelle. Après avoir travaillé plus de 10 ans pour le monde des médias, l'édition, la publicité et connu le stress inhérent au milieu de l'entreprise, elle a décidé de faire de sa passion son métier. Elle exerce aujourd'hui avec un bonheur intarissable. Elle intervient régulièrement à son cabinet, en entreprise, à l'hôpital et continue de former des sophrologues et des professionnels de santé. Elle est aussi auteure de 2 livres aux éditions Erol, Devenir sophrologue et le dernier en date, Le pouvoir des thérapies brèves. Elle a un emploi du temps bien rempli et je suis très heureuse qu'elle m'accorde de son temps pour nous parler de son métier de passion. Bonjour Véronica. Bonjour Rym, avec grand plaisir. Je suis vraiment ravie, je te remercie de m'avoir fait une petite place dans ton emploi du temps. Bien sûr, toujours. Merci. Alors du coup, justement, avant de parler, de la respiration, peux-tu s'il te plaît, nous parler un peu de ton parcours et comment tu en es venue à devenir sophrologue? Alors, ça a commencé il y a assez longtemps. Disons qu'au départ, moi, j'ai eu plusieurs métiers, mais je me suis toujours quand même intéressée, même parallèlement, même quand je travaillais pour le Elle magazine à New York, tu vois? Ce qui m'intéressait, c'était de partir entre midi et 2, d'aller fouiner dans les librairies sur les livres qu'on n'appelait pas encore développement personnel, mais qui étaient en rapport avec, tout ça. Et puis de me former déjà à l'hypnose, de me former aux médecines, chinoises énergétiques, au taoïsme et cetera. Donc voilà, ça a quand même toujours fait partie de ma vie. J'ai entendu parler de la sophrologie très jeune par mes grands-parents qui étaient, quand même, des personnes qui, étaient très informées de ce qui se passait, dont on ne parlait pas trop, de médecine parallèle et tout ça. Notamment, j'avais une cousine qui avait utilisé la sophrologie. Elle était, violoniste professionnelle et elle avait beaucoup de stress et je me souviens que ça lui avait complètement changé, la vie. Donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête et puis, je suis retournée en France. J'ai travaillé comme iconographe, pendant très longtemps pour plusieurs maisons d'édition, la plupart d'ailleurs des éditeurs parisiens. C'était un métier, qui était formidable mais beaucoup de stress, voilà, de plus en plus de délais rapprochés. Il fallait courir à droite à gauche, moi je venais de divorcer, j'avais 2 enfants, à charge, enfin voilà, c'était un petit peu une vie intense et au à un certain moment, j'ai fait comme un petit, burn-out, on pourrait dire, hein, parce que je m'oubliais et je me suis, mis à la sophrologie pour moi, qui a effectivement complètement changé ma vie au point que, j'ai décidé de changer de métier et de me former, de nouveau parce que j'étais déjà formée, mais cette fois pour vraiment, voilà, en faire mon métier. J'ai repris aussi des formations en hypnose, puis en coaching et cetera et depuis, bah, voilà, je quitte plus, ni la sophrologie, ni toutes ces méthodes qui sont, des méthodes extraordinaires et très simples et très naturelles pour, changer au quotidien beaucoup de choses. Donc la sophrologie, ça a vraiment d'abord changé ta vie et Ouais, c'est comme ça que ça t'est venu l'envie de changer celle des autres peut-être aussi d'une certaine manière? c'est ça. C'est-à-dire quand on voit les effets que ça fait en peu de temps finalement, parce que ce sont des thérapies brèves, quelques séances, quelques semaines quand on le fait bien. Bien sûr, il faut s'entraîner comme tout et à quel point ça peut modifier, la qualité du sommeil, la qualité de bien-être au quotidien, sa santé aussi. Sa digestion, tellement de choses que finalement, effectivement, j'ai eu envie d'abord j'ai vu que ça me faisait du bien à moi et du coup autour de moi, tu vois, par capillarité à mes enfants, à mes proches et puis, le sens aussi que ça a de faire un métier qui a du sens, qui fait du bien. Pour moi, c'est très important. Ouais, est-ce que tu avais gardé le métier d'iconographe et en parallèle tu t'es formée à la sophrologie? En fait, je me suis formée effectivement en parallèle, j'ai gardé pendant, on va dire à peu près 2 ans quand même, mon premier métier. Mais ça a été assez vite, c'est-à-dire que, j'ai ouvert un cabinet, j'ai tout de suite eu du monde, j'ai eu beaucoup de chance, d'abord on m'a prêté un cabinet, puis, ensuite je me suis formée pour être formatrice un petit peu plus tard et voilà, finalement ça s'est enchaîné très naturellement,
mais c'est vrai qu'au départ, et c'est d'ailleurs ce que j'invite à faire dans mon livre, de pas tout lâcher comme ça, même si on a envie. Et c'est vrai que c'est important de mettre beaucoup d'énergie au départ, à un nouveau projet, une reconversion ou autre. N'empêche qu'à un moment, il faut lâcher pour vraiment donner toutes les chances à ce nouveau métier d'émerger, de pouvoir en vivre. Il faut y donner tout son temps, toute son énergie avec le filet nécessaire quand on a besoin quand même effectivement d'être responsable de sa famille, tu vois, et Mmh. bien sûr de faire vivre autour de soi Mmh. d'autres personnes. On fait pas n'importe quoi. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'était à la fois, ça s'est fait très vite, mais j'avais quand même gardé quelques liens avec des éditeurs si besoin s'en ressentait de faire quelques recherches. J'ai eu des clients tout de suite, j'ai eu cette chance-là, au point que je te dis, même, dans une maison d'édition, avec laquelle je travaille depuis longtemps, à un moment donné, il m'a été proposé de prendre un CDI, heu, qui était Oui. assez bien payé d'ailleurs à l'époque. J'ai vraiment hésité parce que c'était, une très belle opportunité, mais j'avais commencé ce métier, j'avais commencé à avoir des clients, je trouvais que ça me faisait vraiment vibrer et j'ai décidé de pas le prendre et plutôt de me lancer dans l'aventure de la sophro et ouais. Si on se parle de respiration, basée sur ton expérience, moi, j'avais Mmh. envie de te demander quelle était ta définition de la respiration? Alors, ma définition, bon, bah, de toute façon, déjà, c'est la définition de tout le monde. Je dirais, c'est déjà un processus physiologique, hein, qui permet évidemment d'approvisionner ton organisme en oxygène, de libérer le dioxyde de carbone, ça, on le sait. Mais au-delà, pour moi, c'est vraiment, bon, le fait qu'elle se fasse effectivement naturellement, sans qu'on y prête attention. Bon, c'est quelque chose d'intéressant de se dire, «Qu'est-ce qui me maintient en vie?» Parce que finalement on peut, comme on le sait, s'arrêter de manger, de dormir, de boire même, pendant plusieurs, semaines ou plusieurs jours, on est encore en vie. En quelques minutes seulement, si on arrête de respirer, eh bien on n'est plus là. Donc il y a quand même quelque chose d'assez magique. C'est finalement un symbole de notre vie, de notre souffle de vie. C'est aussi un révélateur de notre capacité de transformation puisque, il y a sans cesse ce processus, hein, qui fait que l'oxygène, inspiré, on va l'évacuer et petit à petit, ça va se transformer en gaz carbonique. C'est là aussi, c'est une alchimie intérieure, qui est assez magique. Mmh. Après, c'est aussi ce qui nous met en lien avec la nature puisqu'on est dépendant de la nature. C'est elle qui va créer cet oxygène dont on a besoin, transformer, capter le CO2 et le transformer, que ce soit les arbres ou les océans, hein, qui créent aussi l'oxygène avec le phytoplancton qui sont les petites algues, hein, tu sais, minuscules qui vont recycler aussi le CO2. C'est peut-être, aussi ce qui nous relie tous ensemble, tu vois? L'air finalement ça ne se contient pas, nulle part, c'est partout et en fait on partage le même air avec tout le monde. Cet air-là, il circule partout. Est-ce que ce serait pas une sorte d'une partie de notre âme, tu vois? On dit qu'on est tous connectés, qu'on est tous liés, on a comme cette, conscience universelle, cette âme universelle et bien peut-être que c'est une partie subtile hein, de notre âme, je dirais. Respirer, comme tu disais, c'est quelque chose de naturel qui se fait tout seul, au point qu'effectivement, on ne s'en occupe, plus du tout, parfois, alors que ça reste un indicateur. Et justement, comment savoir si on respire bien? Toi, tu as toujours des petits exercices à portée de main, je le sais, donc si jamais tu en as un à nous donner, juste un peu comme un bilan respiratoire, à proposer à nos auditeurs. Oui, c'est vrai que ça se fait naturellement, tu as tout à fait raison, puisque bon, ça fait partie du système nerveux autonome, comme son nom l'indique, c'est autonome, donc ça se fait tout seul jour et nuit. Et heureusement, parce que si on devait tout le temps faire attention, Oui. tu vois, quand les gens me disent je veux contrôler, tout contrôler, j'ai besoin de tout contrôler, je dis oui, mais alors si vous commenciez à contrôler tout ce qui se passe dans votre corps, on n'a pas fini, hein. Contrôler les battements du cœur, la température, tu vois, les neurones qui, se connectent en permanence, enfin bon et la respiration. Donc non, il faut lâcher là-dessus. Donc c'est pas parce que c'est naturel malheureusement qu'on respire correctement, en revanche. À part les bébés, quand tu les vois justement allongés sur le dos, c'est le bien, là, le ventre qui gonfle et qui se dégonfle. En revanche, après avec, des mauvaises postures, le stress, un rythme effréné qu'on a ou même, tu vois, simplement une ceinture trop serrée, un soutien-gorge trop serré, fait que finalement, sans qu'on s'en rende compte, au quotidien, la respiration va se modifier.
On va adopter des mauvaises habitudes, parfois même carrément respirer à l'envers. Alors ça, je veux bien que tu m'en parles aussi parce que la respiration à l'envers, je l'ai vu dans ton livre. Respirer à l'envers, c'est carrément le processus qui est inversé, on est d'accord? Complètement. La première fois que j'ai entendu parler de ça, figure-toi que c'était, quand j'étais petite. J'étais enfant et j'avais justement cette respiration à l'envers qui m'avait été diagnostiquée par une femme qui pratiquait la méthode Mézières à l'époque. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on respire à l'envers? Donc même les enfants, peuvent respirer à l'envers, malheureusement ça se voit. C'est que quand on inspire, au lieu de gonfler le ventre, on va le rentrer D'accord. et donc quand on expire, c'est l'inverse. Si on inspire, normalement, l'air, va faire en sorte que le ventre gonfle, que les poumons se gonflent et non pas l'inverse. Alors, essayez de le faire, hein, si vous entendez, vous inspirez. Est-ce que quand vous inspirez, votre ventre se gonfle ou votre ventre se rétracte? Eh bien, s'il se rétracte, c'est que vous respirez à l'envers, ce qui est pas bon parce que ça a plein de répercussions sur le stress, ça empêche le diaphragme d'être souple, de bien bouger. Donc ça se travaille, notamment en sophrologie, on va vraiment apprendre des exercices pour, rétablir, cette bonne respiration à l'endroit. Bien sûr, ça empêche pas, de respirer, mais c'est une respiration qu'on appelle de survie, tu vois? Quasiment, pas une respiration qui permet de bien vivre et de vivre longtemps. Pour reparler de la respiration, quelles sont les notions les plus importantes qui concernent la bonne manière de respirer? Alors, bon, il y en a beaucoup, on va dire, je vais te donner peut-être pour moi, les plus importantes, celles que je note tout de suite et que je donne, à faire ou à observer. Donc déjà, respirer par le nez, parce que ça, beaucoup de personnes vont respirer par la bouche et malheureusement, les masques là chirurgicaux qu'on a beaucoup portés, même moi, il m'est arrivé d'observer que je respirais malheureusement par la bouche. Donc ça, c'est pas bon, hein. Ensuite, 2e chose, je dirais qu'il faut expirer. Penser à bien expirer finalement plus que l'on inspire, parce qu'on inspire en fait, assez d'oxygène toujours. Ça, c'est à peu près, OK la quantité d'oxygène qu'on inspire. En revanche, on oublie d'expirer, de bien expirer et c'est pour avoir une meilleure santé, en fait, il est important de bien expirer. Pourquoi? Parce qu'on va, du coup, naturellement, si tu veux, évacuer l'acide du corps. Le corps ne doit pas avoir d'acidité en lui. Il a toujours, un pH neutre. Sinon, c'est un terrain l'acidité favorable aux maladies. Donc idéalement, pour avoir ce pH neutre, acide-base, neutre, on peut le faire tout à fait naturellement avec, une bonne expiration, puisqu'on va évacuer le dioxyde de carbone. S'il n'est pas évacué naturellement, mélangé au sang, à l'eau du corps, il va créer, de l'acide carbonique, donc cet acide, hein, dont je te parle et comme le corps ne va pas le garder, hein, il peut pas le garder. Donc il va créer tout un tas d'autres, alternatives, comme notamment faire travailler plus le cœur, les battements du cœur, le rein, pour qu'il filtre et pour qu'il enlève cet acide. Alors on se fatigue inutilement, tu vois? On perd notre énergie inutilement. C'est dommage. Donc bien travailler l'expire. Après donc il y a aussi le fait de bouger le muscle diaphragme qui est très important, donc je te parlais tout à l'heure, qui est donc le muscle principal en fait de la respiration qui se situe, sous les basses côtes, sur le devant et s'en sert aussi, derrière. Donc il prend vraiment tout le bas de la cage thoracique, en quelque sorte, hein. C'est lui qui va vraiment, si tu veux, séparer toute la cavité abdominale de la cavité thoracique. Donc il sert un peu de piston. Tu peux imaginer comme souvent on dit que c'est comme un parapluie qui s'ouvre et qui se ferme. Donc à l'inspiration, il va descendre ce qui permet de masser les organes internes, donc le foie, l'estomac, pancréas, et cetera. Donc du coup, de mieux digérer, c'est important, hein et à l'expiration, donc il remonte et il chasse l'air des poumons, si on le fait bien. Mais là encore, beaucoup de personnes, surtout en ville, ont le diaphragme totalement bloqué. Ça peut se sentir quand on a une douleur d'ailleurs au niveau du plexus solaire, tu vois, une boule un peu et souvent des gens qui respire comme ça tu vois, qui ont du mal à prendre, une inspire, profonde. Si c'est très bloqué, qu'on n'arrive pas juste par la respiration au départ, il vaut mieux aller voir un kiné ou un ostéopathe qui va débloquer et pour éviter que ça se rebloque, bien respirer, voilà. Ça fait pas mal, hein. Non, ça fait pas mal du tout, je te confirme, j'ai fait ça la semaine dernière.
Ah bah voilà. Je suis mais moi qui je suis arrivée, j'étais venue pour autre chose et je lui ai dit: «Je suis allée courir, clairement je ne respirais pas, depuis je ne respire pas, je pense qu'il est là-haut». Et du coup, je lui dis: «Si on pouvait commencer par ça, ce serait bien». Exactement, bah Ça voilà, change la vie, hein. Ah, tout d'un coup, je fais: ça change tout, «Ah!» ça ouvre, Tu ah sais, bah je oui, oui, sentais oui. cet espace-là et je lui disais: «Ah ça y est, je respire». Il me fait: «J'ai pas fini». Je fais: «Ah mais je sens déjà la différence moi». Oui, parce que tu es attentive, mais tu sais, tout le monde n'est pas attentif à son corps. Malheureusement, ne savent même pas, trop situer le diaphragme, hein, ce que je peux tout à fait comprendre et ne comprennent pas pourquoi, finalement, il y a toujours cette gêne. Un point sur lequel j'aimerais bien avoir ton retour, puisque tu as quand même vu beaucoup de monde. Qu'est-ce qui fait que l'être humain est si peu attentif à la respiration qui est juste vitale? Bah, l'être humain est peu attentif à son corps, déjà. On est beaucoup dans le mental, en Occident en tout cas et encore plus dans comme je disais à Paris ou dans des grandes villes. C'est le mental qui a pris toute l'ampleur, tout tu vois? C'est lui qui décide, c'est lui qui organise, c'est lui qui pen sans arrêt, qui carbure et du coup, on oublie et quand le corps fait mal ou tout d'un coup se blesse ou tout d'un coup a une maladie, on se dit: «Oh là là, il m'ennuie celui-là, il m'empêche de, de faire ce que je veux, c'est pénible, ce corps-là que j'ai à me traîner». Alors oui, on le regarde dans le miroir, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il reste jeune, il faut qu'il mais en fait, on va pas chercher l'intelligence. C'est comme si le corps n'était pas intelligent. C'est comme si c'était juste un outil pour nous permettre d'aller à droite, à gauche. Mais Un c'est pas du véhicule. tout ça. Ouais. Oui, c'est aussi un véhicule, mais un véhicule précieux. Et honnêtement, alors, autant, par exemple, je sais pas si tu as une voiture, mais quand on a une voiture, dès qu'il y a un voyant qui s'allume, là, on peut pas continuer. Il faut aller voir le garagiste qui répare le truc. Et quand le corps fait une alerte, une douleur, quoi, qui revient ou autre chose, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va camoufler. Alors, on prend un cachet ou quoi que ce soit, on met ça sous le tapis, puis on continue. À un moment donné, casse, quoi. Et ouais, et ouais. Donc, c'est pas tant la respiration, oui, mais pas que la respiration. Le corps lui-même est un petit peu délaissé. C'est quand même génial parce que c'est accessible, là, pour le coup, à tout le monde. C'est gratuit, tout le temps, ce qui nous permet immédiatement d'avoir un effet sur le système nerveux autonome. C'est la respiration. Ça, c'est important ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte à quel point un changement de respiration peut impacter, positivement, très vite, en fait. Immédiatement, immédiatement, vraiment immédiatement. Et si on le mesure, hein, moi je le fais avec la cohérence cardiaque, Mmh. on voit très bien que en quelques respirations, les battements du cœur se régulent. Alors, c'est possible de réguler les battements du cœur avec beaucoup de concentration, avec du calme, en méditant, tu vois. Bon, mais ça demande quand même un entraînement et un certain temps. Tandis que là, on a vraiment cet outil qui est génial, qui tout de suite nous permet de réguler la tension artérielle, les battements du cœur, la température du corps. C'est accessible tout le temps, faire baisser le taux de cortisol, l'hormone de stress qui peut faire des ravages. Alors oui, ce serait dommage de s'en priver. On a parlé des notions les plus importantes qui concernent la Ouais. respiration. Tu parles aussi des fonctions principales de la respiration dans ton livre. Est-ce que tu peux, nous en dire quelques mots rapidement? Oui, ah bah, la fonction, comme je te disais là quand même, la principale, c'est qu'elle nous maintient en vie, c'est pas rien. Accessoirement. Bon, voilà, hein, en nourrissant donc le corps en oxygène, parce qu'on en a besoin, et puis en faisant ce travail d'évacuer le dioxyde de carbone, hein, ça c'est ce que je te disais, donc avec comme fin de maintenir cet équilibre acide-base. On inspire quand même 5 à 6 litres d'air chaque minute. On ne se rend pas compte, hein, mais c'est énorme en fait. Grâce à tout ça, qu'est-ce que ça nous permet? Bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire réguler le système nerveux autonome, donc les battements du cœur, la digestion, la régulation de la température. Et tout ça, en fait, ça nous permet d'être en bonne santé, d'être plus joyeux, d'être plus calme, de mieux dormir, d'être plus concentré, d'avoir plus d'énergie, tu vois? Donc, finalement, ça sert un petit peu à tout, à toutes les régulations possibles. Au système immunitaire plus largement aussi, puisque quand on dort mieux, forcément on récupère mieux.
vois, quand on digère mieux, bah, c'est pareil, on évacue mieux et tout ça, simplement parce qu'on respire bien. Oui, il y a différents types aussi de respiration, donc par le nez, par la bouche, thoracique. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ou est-ce que, il y en a qui sont plus sujets à respirer, par exemple, de manière thoracique ou diaphragmatique? Disons que si tu veux avoir plus de dynamisme, si par exemple tu souhaites, je sais pas, aller faire un sprint ou je sais pas quoi, tu as intérêt à respirer par le haut, par le thorax, plutôt par le haut de la poitrine, parce que ça dynamise. Si tu veux te détendre, là, c'est mieux de faire descendre la respiration vers, le bas des poumons et donc du coup d'utiliser ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique abdominale, qui va beaucoup plus, calmer en fait, plus détendre effectivement. Et toujours là, utiliser le nez plus que la bouche, très important, comme je te disais, parce qu'en fait, dans le nez est fait naturellement pour respirer, donc bien sûr, sauf en cas de rhume, on peut pas, Mmh. on a un plan B, on a la bouche. Bah, heureusement, hein, on est bien content, hein. C'est vrai. Mais c'est tellement important. Mais sinon, on a, tu sais, dans le nez, on a ce qu'on appelle des cils du nez, que ce soit les petits poils, hein, tout simplement, qui nous permettent de filtrer l'air, de l'humidifier aussi, donc de filtrer un petit peu toutes les particules polluantes, la pollution, qui le réchauffe aussi. Tandis que quand on respire uniquement par la bouche, ça assèche. Je sais pas si tu as remarqué quand on voilà et ça c'est pas voilà donc à consommer plan B, mais avec, modération. Est-ce qu'il y a des personnes qui naturellement vont avoir, pareil, une respiration, plus thoracique, plus diaphragmatique, plus abdominale? Oui, oui, tout à fait. Bon, déjà la plupart, hein, quand même des personnes qui n'ont pas travaillé la respiration vont, avoir une respiration qu'on appelle même sous-claviculaire, qui est vraiment très, très haute et trop rapide. Et là, tu es sûr d'avoir du stress. Normalement, on doit descendre la respiration vraiment et utiliser toute la surface des poumons. Donc, on sent Mmh. même dans le dos que ça respire quand on a l'habitude de bien respirer. Les personnes qui ont fait beaucoup de danse classique, en général, ne savent pas utiliser la respiration abdominale parce qu'elles ont eu tellement l'habitude de rentrer le ventre serré, tu vois, que c'est très Mmh. difficile pour elles de bouger le ventre. Mmh. Après, quand on a, eu fait, du chant, on arrive mieux, tu vois? Certaines pratiques ou même, de la sophrologie, par exemple, pour les femmes enceintes, parce qu'elles apprennent, du coup, on apprend vraiment à respirer par le ventre. Ouais. Alors quand on a appris, quand on sait comment faire, on l'utilise mieux. Mais quand on est stressé et plus on est stressé, eh bien, plus on va monter la respiration alors que on devrait faire l'inverse. Ouais. D'où l'importance d'être conscient finalement de sa respiration, de manière à pouvoir être à l'écoute et s'adapter un peu avec son corps, finalement, être partenaire de son corps. Oui, conscient aussi des moments où ça bloque. Tu vois? Souvent, je sais pas, on a un coup de fil, un truc, urgent à faire et ça y est, on bloque tout. Alors que ça va, tout va bien avant de rentrer. Là, c'est en ce moment les examens, ici à les bleu bac et tout ça, là, c'est super important d'apprendre à respirer. Mmh. Alors, petit aparté, j'avais une jeune fille hier dans le métro en face de moi, mais elle était avec ses fiches tellement stressée. Oh la Je l'ai pauvre. regardée, tu sais, j'avais malgré le masque, je lui souriais parce que je me suis rappelée moi étudiante et du coup, elle me souriait et donc en fait, j'allais descendre et je lui ai dit: «Respirez, ça va bien Ouais, se tu as bien passer». fait, c'est Je lui ai super. dit: «Inspirez 5, expirez 5, faites ça 5 fois de suite, je vous jure ça marche». «Ah merci!» J'ai dit: «Oui, mais faites-le vraiment». Même si on a une conscience de la respiration, on est quand même vite, embarqué par l'impact de ses émotions, hein. Oui, oui, Tu beau c'est sûr. savoir, qu'il faut respirer, si tu ressens un coup de panique, tu peux te faire envahir par justement les sensations physiques. Oui, 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 c'est vrai. Mais tu vas redresser la barre assez vite. De toute façon, c'est le principe d'une émotion, hein, qui vient parce que tu ne t'y attends pas, donc elle te submerge. Ça, c'est comme ça. Si on savait, tu vois, c'est pas voilà, peu importe quoi là, même si tu es bien, on t'appelle, on t'annonce quelque chose de difficile, bon bah, il y a une émotion, bah, c'est normal ça, hein. Mais c'est après comment on va, finalement la digérer, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va la garder figée, comme bloquée à l'intérieur ou est-ce qu'on va parvenir à justement à en faire autre chose, à l'évacuer? La sophrologie, ça aide, sur la gestion vraiment émotionnelle pour la faire circuler comme tu dis.
Ah oui, oui, énormément, Mmh. énormément. Bah, là, on parlait des étudiants, moi j'en ai beaucoup là, surtout en ce moment, et certains qui même, alors soit font carrément des phobies, pour ne plus aller en cours, ne peuvent plus rester, en cours, ça s'est accentué après les confinements, soit, ont tellement peur des examens comme cette petite, qui en arrive même à s'évanouir, hein, carrément. Et alors là, en quelques séances, c'est extraordinaire, hein, à chaque fois, je vois les résultats où les jeunes me disent: «Ben, vous m'avez sauvé, mon année, vous m'avez sauvé la vie». Je disais: «Non, mais c'est vous en fait, hein, c'est votre, voilà, le fait de venir, de faire les exercices, de s'entraîner, c'est voilà, ça peut vraiment là, c'est très rapide et ça s'observe tout de suite. Après, il y a, bah, comme là, j'ai eu le cas d'ailleurs, ce matin, une dame qui est venue, qui elle a une émotion, qui est très profonde et très douloureuse et qui a absolument aucune idée de comment respirer. Elle n'a jamais fait d'exercice. Elle a fait peut-être 10 ou 15 ans de thérapie, d'analyse ou tout ce que tu veux. Mmh. Mais quand j'ai fait les tests, je fais faire un test, tu parlais des bilans par exemple, je fais faire un bilan sur 1 minute, combien de temps on respire, on fait d'inspire et d'expire. Elle était à un chiffre, elle était à 31, ce qui est énorme, mais énorme, je crois que j'ai jamais, vu ça encore. Et alors elle, si tu veux, elle respire comme ça. Alors là, cette émotion et cette respiration, le simple fait de la faire respirer pendant la séance plus longuement, plus calmement, tu vois, d'être consciente de tout ça, ça a permis à une émotion déjà de sortir, de s'exprimer. Une émotion qu'elle tenait. C'était une séance très bouleversante d'ailleurs. Ça lui a fait un bien fou et je sais, hein, parce que maintenant j'ai quand même l'habitude que, cette technique-là va lui permettre vraiment d'aller beaucoup mieux au quotidien et rapidement, hein. Donc elle a carrément découvert sa respiration à ce stade. Ah, elle n'en revenait pas elle-même. Mais en médecine chinoise aussi, on dit que tout ce qui est blocage, empêchement des Mmh. fluides, hein, de Mmh. circuler, des flux dans les méridiens ou autres, va créer une maladie. C'est pareil au niveau émotionnel. Un Mmh. blocage d'une émotion, forcément, eh bien, c'est un blocage. Donc, ça stocke et ça empêche de circuler. La vie, c'est le changement perpétuel, la transformation perpétuelle. On ne peut rien garder figé. Non. Mmh. C'est quelque chose dans des séances que tu peux faire d'accompagner sur du nettoyage émotionnel à travers Ah la oui, respiration. oui, c'est ça, on pourrait dire ça. Effectivement, beaucoup d'émotions arrivent, émergent, on les observe. Bah, les personnes apprennent à les observer, à observer aussi ce que ça leur fait dans le corps. Tu vois, une émotion, c'est pas juste comme ça, c'est une énergie pure, hein, une émotion qui peut se transformer ensuite dans la matière. Comme par exemple, on est en colère, bah, on peut donner un coup, ou on pleure, c'est les larmes, hein, qui deviennent matière en fait. Heu, donc après, qu'est-ce que ça crée dans le corps aussi? Où est-ce que ça se situe? À quoi elle ressemble? Quand est-ce qu'elle vient? Comment je peux la transformer? Est-ce que je peux mettre un peu de conscience dans ma respiration pour, apaiser, tu vois, transformer les choses? Mmh. Donc les évacuer effectivement, les modifier. Mmh. Le yoga, c'est aussi une discipline, dans laquelle, la respiration est très importante et il y Oui. a, donc, les pranayama que tu connais. Mmh. C'est, le 4e membre du yoga. Il en existe 8, donc, pour les plus curieux, ils pourront aller regarder la métaphore de l'arbre du yoga. En Mmh. sanskrit, prana, ça veut dire énergie vitale. Yama, ça veut dire Tout à contrôle. fait. Donc justement, c'est le si on fait une traduction vraiment, mot pour mot, ça voudrait dire que c'est le contrôle de la force vitale. J'avais envie de te demander quels sont les points communs et les différences, peut-être, entre les pranayama et la sophrologie? Alors déjà la sophrologie, si tu veux, ça va pas être, une philosophie de vie ou enfin, on peut en faire une philosophie de vie à soi, mais c'est pas une philosophie à part entière comme le yoga. C'est plus, ça peut être pour avoir une meilleure connaissance de soi, une conscience fine de soi. Tu vois, le prana, en fait, en yoga, c'est la force vitale, l'énergie primordiale, l'énergie cosmique, elle est omniprésente, c'est la source de tout finalement, tu vois? Nous, c'est pas d'ailleurs que la respiration, hein, dans ce qu'on boit, ce qu'on mange, dans la Mmh. lumière, enfin Mmh. voilà, c'est Mmh. la vie. Tout ça, c'est les manifestations, du prana. Donc en sophrologie, en fait, je pense plutôt les similitudes, ce serait,
que c'est ta question, en fait, je dirais que c'est dans la conscience que l'on met dans l'instant présent, dans la respiration. Et du coup, ce qui permet de libérer le mental de son agitation. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, de revenir au corps et donc de se reconnecter à soi, que ce soit dans le yoga ou dans la sophrologie. On est tellement dans l'instant présent et on s'observe, ou on observe ce qui se passe dans l'instant où on fait un geste, voilà, que ça libère le cerveau de toutes ces pensées parasites là, qui le polluent en permanence. On est dans le corps, on est dans l'instant présent. Et donc, haute similitude, du coup, on écoute la respiration. Tu vois, ça va créer un pont aussi entre justement le mental et le corps. Le fait de respirer, de s'écouter, parfois d'utiliser le contrôle de respiration dans les pranas, dans la sophro, où on fait un contrôle des cycles respiratoires, puisqu'il y a 4 cycles, hein, l'inspire, les temps de rétention poumon plein, l'expire, les temps de rétention poumon vide. Donc on peut utiliser ces différents cycles pour mieux se connaître, pour voilà, mieux maîtriser enfin maîtriser, j'aime pas trop ce mot-là, mais canaliser nos émotions, tu vois, notre mental, voilà, dans les deux cas, je dirais. Donc on peut utiliser ce contrôle des cycles de respiration dans la conscience de ce qu'on fait. Ce qu'on appelle la conscience phénoménologique de l'instant présent aussi, tu vois, de chaque phénomène qui émerge, on observe en sophrologie. Comme en méditation, hein, finalement, parce qu'en méditation, tu vas Oui, observer tes pensées. Là, tu vas observer ta respiration oui, et tes pensées et et tes tes pensées. émotions. Et Oui. tes oui, il y a beaucoup de choses à Ouais. penser d'un coup. C'est peut-être Il y a moi, hein. beaucoup de choses à observer. Dans les exercices justement de respiration, que ce soit de pranayama et de sophrologie, la rétention est pratiquée Mhm. et je voulais que tu nous expliques un petit peu justement le rôle de la rétention. Ah, la rétention d'air. Oui, alors c'est important parce qu'en fait, ça va augmenter les échanges gazeux, justement, dont on a besoin. En fait, OK. ce qui va se passer, c'est que du coup, le temps de contact de l'air avec la membrane pulmonaire va être plus long. Pendant ce temps-là, donc qui est prolongé artificiellement, l'oxygène va entrer plus facilement dans les poumons, plus rapidement, dans tout le corps du coup, qui va être mieux oxygéné. Et le dioxyde de carbone va être mieux acheminé, lui, vers les poumons pour être rejeté. Donc en fait, on aura plus d'énergie. Le corps va se nourrir justement de prana, d'énergie. Tu vois. On est d'accord que la rétention, faut la pratiquer encadrée. Alors, ça dépend du temps de rétention, mais effectivement, faut pas s'amuser du tout, là, faut faire très attention, j'alerte tout le temps. Mmh. Euh, Au début, faire très attention, de pas faire trop de temps de rétention. Il y a malheureusement eu des accidents. Voilà, il faut vraiment que ce soit encadré quand on dépasse, en tout cas 1 minute 30, c'est sûr. Et puis bon, en s'assurant qu'on n'est pas épileptique, qu'on n'est pas cardiaque, tu vois, qu'on n'est pas, enfin les femmes enceintes, je déconseille aussi. Tu me demandais les bénéfices donc de temps de rétention. Si tu veux à ce moment-là, comme là on agit sur le système nerveux qui a l'habitude d'agir tout seul. Donc là il se dit oula, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas du tout. Donc en fait, il va déclencher, tu veux, des alertes parce que pour lui, c'est danger mortel. C'est: «Ouh on arrête de respirer». Donc attention, tu sais, on arrête de respirer, c'est danger de mort quand même, hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah, du coup, pourquoi on fait ça nous? Évidemment, c'est pas pour mourir, c'est pour l'utiliser au mieux, c'est-à-dire ça va faire comme un shoot d'oxygène, c'est ce que j'explique dans le livre. En fait, du coup, notre cœur va s'accélérer et les cellules de notre corps vont tenter d'extraire un maximum d'oxygène du coup de nos poumons. Donc ça nous fait un shoot d'oxygène. Donc ça c'est génial. Euh, alors il se passe tout un tas de trucs si tu veux. Ce système nerveux s'affole et donc il va alerter celui qui est en quelque sorte aux commandes de la tour de contrôle qui s'appelle le bulbe rachidien qui est à la base du cerveau. Donc il lui dit là on a un problème. Houston, on a un problème. Le bulbe rachidien, donc lui, tu vois, là, il entend qu'il y a un problème, donc qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il alerte immédiatement le nerf vague et il alerte la moelle épinière. Donc là, et d'autres fonctions cérébrales qui vont déclencher tout un tas de réactions.
notamment, parce que c'est assez marrant, hein, parce que la rate va se contracter à ce moment-là, et donc en se contractant, elle chasse les globules rouges. Et c'est incroyable parce qu'en quelques minutes seulement, tu vois, notre corps va, alors je crois que c'est plus d'1 million en fait de globules rouges qui vont comme ça être injectés dans le corps juste parce que la rate se contracte. Incroyable. Et pourquoi les globules rouges? Parce que les globules rouges en fait fixent l'oxygène, fixent mieux l'oxygène. Donc voilà, contraction de la rate. Ça déjà c'est assez génial. Et en fait le corps est fait pour comment dire? Protéger nos organes vitaux qui sont au centre. Tu vois, que ce soit le cœur, le foie, etc. Donc, quand on fait une rétention d'air, il va se passer un système qu'on appelle la vasoconstriction qui va faire en sorte que c'est un peu comme si tu vois, tu avais des gardes du corps qui devaient protéger le roi et la reine et la famille royale dans le château. Et donc, ils vont fermer les portes, lever le pont-levis. Et ce qui se passe, c'est que pour nous, dans le corps, en fait, le sang n'arrive plus aux extrémités, c'est fermé. Donc, il va se concentrer à l'intérieur, au centre, là où il y a tous les organes vitaux. Ça veut dire que les mains, peut-être même parfois les bras et les pieds et parfois jusqu'aux jambes, finalement, le sang n'afflue plus ou beaucoup moins en tout cas, parce qu'il continue mais beaucoup moins, pour pouvoir nourrir en oxygène, alimenter nos organes vitaux. Donc c'est intéressant parce que le mot rétention prend tout son sens là aussi, hein. Parce que Ah même oui, le totalement. sang, tout remonte, tout Oui, se concentre et tout se centralise. c'est ça, exactement. Enfin, on se rend pas compte, on fait juste une petite rétention comme ça dans sa salle de bain, puis tout ce qui se passe, c'est incroyable. Puisqu'on a parlé, juste avant, donc des fonctions principales de la respiration, des notions, du fait qu'il est important de respirer par le nez. Voilà, on a vraiment évoqué, plusieurs aspects de la respiration. Comment trouver une bonne hygiène, respiratoire? En fait, déjà, on va la trouver si on la cherche, hein, parce que bon, elle n'est pas cachée sous le lit. Donc, en fait, il y a qu'un secret, je dirais, c'est de pratiquer, en fait, de prendre quelques minutes par jour. Alors, je sais, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais en fait, c'est pas tout à fait juste, parce que quand on voit que souvent, par exemple, on prend le temps de regarder, je sais pas, les réseaux sociaux, de scroller, de machin, on perd quand même beaucoup de temps à pas grand-chose. Tu vois, ce temps-là, il est quand même plus intéressant à passer 5 minutes, même idéalement 15, 20, mais même 5 minutes par jour, juste en observant sa respiration, en prenant une posture droite, tu vois, Mmh. euh, je sais pas, en pratiquant la cohérence cardiaque, en pratiquant d'autres respirations, en ayant une bonne hygiène de vie. C'est un peu comme on se lave les dents, on prend sa douche tous les jours, on se brosse, bon bah voilà, on fait 5 minutes de respiration, c'est l'hygiène intérieure. Mmh. Comment on développe une conscience, respiratoire? Est-ce que, il y aurait un moyen de trouver de l'intérêt dans nos respirations, en prévention, quoi? Le moyen, malheureusement, il n'est pas mis en place, mais ce serait d'apprendre dès l'école, dès le plus jeune âge, dès la maternelle à respirer. C'est une Ouais. solution très simple et qui ferait du bien à tout le monde, qui fait baisser le niveau sonore de la classe immédiatement, ça a été testé, hein, qui permettrait aux élèves, aux enfants de mieux récupérer, de mieux dormir, d'être plus calmes, et puis du coup d'intégrer cette routine ensuite pour toute leur vie en fait. Il y a certaines écoles, bien sûr, qui utilisent des OK. méthodes comme la méditation ou la sophrologie ou le yoga, mais ça reste quand même minoritaire, alors que pour moi, ça devrait être dans le programme en fait. Pas un truc en plus, pas un bonus, c'est tellement important, Tu vois vraiment. des enfants, toi? Oui, bien sûr que je vois des enfants. Oui, oui, alors là, c'est génial parce que eux, ils apprennent en très peu de temps, hein, puis ça les amuse beaucoup. Tu es passionnée et tu crées toujours beaucoup de projets et il y en a un Mhm. qui s'appelle le Club Sophro. Oui. J'avais envie que tu nous en parles un petit peu, c'est quand même un rendez-vous hebdomadaire. Alors, le Club Sophro, c'est un club que j'ai monté pendant le confinement, figure-toi. Parce que mon cabinet était fermé, je pouvais plus recevoir les gens. Je voyais que parallèlement, il y avait de plus en plus de détresse, d'anxiété évidemment, hein. On était en plus le premier confinement, on savait absolument pas ce qui allait se passer quand même, c'était stressant pour tout le monde. C'était très brutal. En plus, c'était lié quand même à un problème respiratoire et du coup, je me suis dit: «Ouh quoi faire?»
Et donc j'ai eu l'idée de créer ce club sophro à distance. Donc bien sûr là c'est sur Zoom, les gens se connectent. C'est un abonnement qui est vraiment, très accessible puisqu'il est à aujourd'hui il est à 28 € par mois, qu'on peut résilier quand on veut, qui donne accès à une séance de sophro chaque mercredi en direct si on veut ou pas, parce qu'ensuite on la retrouve sur une plateforme sans limite de temps. Aujourd'hui, avant, je faisais sur 7 jours et puis j'ai bien compris quand le confinement, si tu veux, s'est arrêté et que les gens ont voulu quand même continuer le club sophro, n'avaient plus le temps forcément en 7 jours, pas toujours en tout cas, de refaire la séance. Du coup, pour qu'il n'y ait pas de stress, c'est quand même pas l'idée. Oui, je laisse et voilà, ils le font ou la refont ou la re-refont. Quand ils veulent, s'ils veulent être en live, ça crée un groupe super de personnes qui sont là. Ou depuis, ça fait 2 ans maintenant que je l'ai créé. Il y a des gens qui viennent, d'autres qui partent, d'autres qui restent. Et ça, c'est extraordinaire. On a l'impression de se connaître, alors qu'il y a pour certaines qui habitent même pas en France, hein, qui se connectent et qu'on s'est jamais vu en vrai, mais on se connaît quand même. Et donc, c'est une séance de sophrologie qui dure 3 quarts d'heure, donc avec plusieurs thèmes, hein, tu vois, ça dépend, ça peut être la confiance en soi, ça peut être le sommeil, ça peut être, là, en ce moment, c'est faire monter ses vibrations, son magnétisme, ça peut être plein de choses, en fait. Voilà. C'est très varié et hyper Mm. intéressant. C'est vraiment intéressant, puis ça fait beaucoup de bien aussi. Moi, j'ai beaucoup de témoignages que je reposte régulièrement, d'ailleurs, qui se retrouvent sur mon compte Insta. Je regarde des témoignages de tous les bienfaits. Simplement le fait de faire, une séance, tu vois, par semaine de sophrologie, tout ce que ça peut engendrer comme bienfait, c'est extraordinaire. Modifier sa respiration, ça a un impact immédiat. Du coup, là, c'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire. Où on est sûr, voilà, de respirer ensemble, de se faire du bien et puis, après sur un plus long terme, ça a des effets, heu, sur beaucoup de choses dans sa vie, sur son système immunitaire, sur, la qualité du sommeil, la qualité que l'on a un rapport avec soi-même. De son rapport au corps, à l'image des autres. On prend beaucoup de recul. Il y a déjà j'ai plein de témoignages là-dessus sur des personnes qui osent faire des choses, qui osent s'habiller comme elles ont envie, qui osent dire ce qu'elles veulent, tu vois? Et elles disent que c'est vraiment lié aux exercices, aussi aux visualisations qu'on fait, aux respirations, à tout ce qu'on fait dans le club sophro et je trouve ça vraiment génial. C'est magique, hein, juste avec la Ah, respiration. c'est magique. Ah ouais. Mais on a cette magie en soi, tu vois? C'est ça, en fait, tu Tout le monde réveilles la l'a. magie en chacun, c'est fabuleux. Tu une petite fée de la respiration. Ah, C'est beau. j'adorerais. C'est joli, je garde. Voilà. Donc toi, tu es également formatrice. Donc ça veut dire que tu Oui. formes, des thérapeutes, enfin des futurs thérapeutes à la sophrologie et tu as créé en fait une méthode, alignée et du coup, je voulais que tu nous en parles un petit peu de cette méthode. Comment est-ce que ça t'est venu? Et puis surtout aussi cette envie de former. Quelles sont tes motivations et tes intentions en tant que formatrice? Alors moi, j'adore transmettre, vraiment. J'ai toujours adoré ça, sauf qu'avant, j'étais extrêmement timide et j'étais absolument incapable de le faire. Vraiment. Mais c'était aussi un des défis de ma vie, c'était justement d'apprendre à m'exprimer. À partir du moment où je me suis un petit peu poussée et par ces méthodes-là aussi, j'ai pu le faire, tout s'est ouvert dans ma vie. Et transmettre, vraiment fait partie des choses que j'adore. J'adore, apprendre et du coup, pas pour moi, en fait. Mmh. Que ce soit transmettre ce que j'apprends, du bien-être, voilà et je crois que je suis assez pédagogue, donc ça marche bien. Du coup, j'ai créé cette méthode. Moi, j'ai enseigné la sophrologie, l'hypnose aussi pour les sophrologues. Depuis, 2014, je fais ça. Quand tu dis l'hypnose pour les sophrologues, c'est parce que c'est une hypnose particulière? Enfin, une méthode d'hypnose Oui, particulière? alors non, c'est pas tant la méthode, bien que je mêle plusieurs, techniques d'hypnose, ericksonienne, hahnemannienne, l'hypnose classique, enfin pour ceux à qui ça parle, sinon c'est plus parce que quand on est sophrologue, on a déjà toute une base en fait. On sait déjà qu'est-ce qu'est la posture thérapeutique, qu'est-ce qu'une induction, comment poser sa voix, tu vois? On a appris tout ça, donc c'est pour éviter de perdre du temps, s'adresser directement déjà à des gens qui ont l'habitude des accompagnements, qui savent, quoi faire avec quelqu'un, parce que sinon il faut reprendre toute la base
Et ça, c'est aussi ce que je propose donc dans la méthode alignée, là, qui s'adresse à tous, pas du tout que aux sophrologues, bien qu'il y ait des sophrologues dedans, parce qu'elle est sur un an. On a le temps de, tu vois, d'apprendre justement, comment mener une anamnèse, qui est la première séance, comment poser un objectif, quelle posture avoir. Donc ça, on reprend tout ça, ce qu'on fait pas, enfin, bon, on le fait quand même, mais moins poussé dans la formation en hypnose. Et la méthode alignée, je l'ai créée puisque tu m'as demandé en fait suite à mon expérience en cabinet où je me suis aperçue vraiment que, bon, moi j'adore tester plusieurs choses. Mmh. Quand je fais une seule chose, c'est vrai que souvent, au bout d'un moment, ça m'ennuie, donc j'aime bien mélanger, essayer de faire ma petite cuisine. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on proposait aux personnes des choses différentes, pas, pas que par exemple que de la sophro ou que de l'hypnose ou que du coaching, eh bien finalement, d'abord eux, ça leur plaît beaucoup et en plus, ça va plus vite. Et donc, avec, en fait, parfois une personne arrive et finalement, bon, c'est bien la sophrose, peut-être qu'on pourrait faire un accompagnement que en sophrologie, pourquoi pas, mais une séance d'hypnose, d'un coup, va vraiment aller plus profondément sur un traumatisme qu'on n'aurait pas pu faire, par exemple, en sophrologie. Ou bien la personne arrive et finalement, une séance de coaching, tout simplement, va être beaucoup plus bénéfique pour elle à ce moment-là par rapport à son énergie, ce qu'elle a vécu dans la semaine, etc. Oui, donc Et tu as ta donc, boîte c'est à outils. dommage. Voilà, moi, j'avais tous ces outils et aussi la numérologie et aussi une écoute de l'intuition, parce que je travaille et j'enseigne hein, comment développer son intuition. Les bases de la numérologie qui donnent vraiment des clés extraordinaires et rapides sur le chemin de vie de quelqu'un, ses grandes lignes directrices, ses défis. Donc, si la personne est d'accord avec ça, moi, je lui propose cet accompagnement aligné que j'enseigne aussi. C'est vraiment avec aussi hein, des protocoles, c'est fait de manière à la fois, si tu veux, bien cadrée, parce que je veux qu'on ait un objectif, je veux pas qu'on fasse n'importe quoi, mais en même temps souple à l'intérieur, où on peut aussi, pourquoi pas, montrer des exercices énergétiques de revitalisation que moi j'avais appris du taoïsme, et voilà, et finalement faire un accompagnement que j'appelle holistique, c'est pour ça que j'appelle sophrologie holistique, dont la base reste des techniques classiques de sophro, d'hypnose, avec tout le reste aussi autour, tu vois, qui permet, je trouve, voilà, d'avoir un accompagnement, d'ailleurs, tout à Complet. fait dans la veine de la sophrologie, parce que Caicedo, qui est créateur de la sophrologie, au départ utilisait l'hypnose. Il était neuropsychiatre, hein, donc il utilisait l'hypnose pour traiter ses patients. Et puis, pour continuer à créer sa méthode, la sophrologie, il y a intégré le yoga, le pranayama, donc le zen, il a intégré la phénoménologie, il a intégré les techniques autogènes de Schultz, il a intégré la relaxation progressive de Jacobson, etc., etc. Et tout au long de sa vie, finalement, il a continué à enrichir la sophrologie. Alors, je dis pas que je me prends pas pour Caicedo, loin de là, mais cette façon, finalement, tu vois, d'avoir d'autres méthodes et de les proposer aux personnes, moi, je trouve que en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très riche et Tu as des retours d'expérience, donc ça te permet oui, finalement de créer ta propre méthode en disant, bah, s'il y a quelque chose qui coince, il y a toujours une autre proposition, en fait. Il y a toujours un oui, oui, moyen oui. de trouver une solution, tout. Voilà, voilà, comme quand on fait de l'hypnose, pourquoi pas faire aussi des respirations et tu vois, je trouve que c'était dommage. Moi, ça me frustrait et je pense que ça pouvait aussi frustrer les clients de pas de bah non, là on est en sophro, on fait pas autre chose, on fait que de la sophro. Alors, revenez après l'accompagnement si vous voulez un peu de coaching. Tandis que là, il y a tout en fait, et je trouve, très complémentaire. En tout cas, j'ai de très bons résultats depuis que je pratique cette méthode alignée. Moi, ça m'a permis de m'aligner et je pense que c'est ça aussi l'idée. J'ai trouvé que pour moi, c'était très efficace et ensuite je l'ai testé sur mes clients et du coup, je l'enseigne, voilà. En plus, elle a un chemin, ta méthode. Ah C'est que bah tu as oui, commencé par toi, ensuite les ça fait autres, et une ensuite dizaine d'années là que je teste ce genre voilà, Mm. c'est pas comme ça du jour au lendemain où je me suis C'est dit, important tiens, de le si on dire parce que faisait. c'est le résultat de ton expérience aussi. Et ça, Bien c'est sûr, vraiment, ça a une valeur incroyable, hein. ouais, je pense aussi. Ouais. Et t'en as déjà formé des thérapeutes à ta méthode?
Eh bien, je suis en train, figure-toi, c'est la première année où je le fais. Donc, comme tu dis, hein, ça prend du temps parce que d'abord, je l'ai expérimenté sur moi, ensuite, pendant des années, bah, sur plusieurs de mes patients, et ensuite, aujourd'hui, je l'enseigne. On en est au milieu, même pas, hein, ouais, un tiers de la formation. Ça se passe très, très bien. Les filles sont absolument ravies d'apprendre ces méthodes-là. Mais donc, je ne sais pas ce que ça va donner après. C'est à suivre, euh, du coup, c'est intéressant, hein. c'est à suivre, effectivement. Et là, c'est en présentiel, hein, sur Paris. Donc, ensuite, elles doivent faire 2 accompagnements chacune. En plus de ça, si tu veux, moi, mon idée quand j'enseigne, c'est qu'il y ait tout de suite des pratiques comme dans la vie réelle, c'est-à-dire que je fais intervenir ce qu'on appelle des cobayes Mmh. extérieurs qui viennent avec une vraie problématique. Personne ne les connaît, ni moi ni elles. Et elles commencent déjà, avec bien sûr ma supervision, mais à s'entraîner sur des cas réels. Parce que souvent, on sort des écoles et on s'est entraîné entre nous. Bon, c'est sympa, mais en fait, on sait déjà ce qui va se passer, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que beaucoup de thérapeutes, à mon avis, enfin, des personnes qui ont été formées, ont peur ensuite Se lancer, d'ouvrir leur cabinet, de se lancer avec des des vrais gens vrais qui ont des cas, vrais tu problèmes. vois, qui ont des vrais problèmes et là, qui ne savent pas ce que tu vas leur faire faire du tout et qui n'ont donc pas du tout les mêmes réactions, il faut bien dire, que quelqu'un qui est en stage, qui sait déjà ce que c'est, qui sait déjà ce que tu vas lui faire faire et qui veut faire bien pour te faire plaisir aussi. Là, la personne, elle paye et si tu veux, voilà, elle s'attend à ce qu'il y ait quelque chose. Tu apprends durant ton apprentissage Voilà, les conditions de la vie réelle. voilà. Et elle me voit faire aussi parce que d'abord, je le fais, hein, tu vois aussi. Sur certains, j'enregistre des séances en démonstration, donc elle voit vraiment comment ça se passe à mon cabinet. Tu disais que c'était une formation sur 1 an, donc c'est combien d'heures par semaine ou par mois ou par trimestre? Donc, il y a une semaine entière tous les 2 mois en présentiel. Il y a, des entraînements ensuite elles font entre elles, qui sont obligatoires aussi à distance ou en présent où elles se voient. Bon, ça c'est chacun, je dis «elles» parce qu'il y a que des femmes. Et il y a, toute une partie en amont, c'est ce que j'appelle l'école inversée, enfin ce qu'on appelle l'école inversée. C'est-à-dire qu'en réalité, je leur envoie déjà toutes les vidéos qui ont été tournées sur tout ce qu'on apprend, sophrologie, la posture thérapeutique, l'hypnose, etc. Moi, j'ai tourné déjà des heures et des heures de vidéos, de cours, tout ce qui est théorique et aussi des démonstrations pratiques. L'idée, c'est que quand elles arrivent en cours, le jour des cours, elles ont déjà intégré toutes ces notions, déjà vues, déjà entendues, déjà pratiquées. Et là, une fois on revoit rapidement, mais surtout on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, tu vois. Et les vidéos, après, elles peuvent les voir, les revoir autant qu'elles veulent. C'est ça aussi qui est très riche. Parfois, en cours, on oublie, tu vois. Et moi, je voulais pas un cours parce que ça m'ennuie profondément. Donc, c'est comme ça où on écrit, on écrit, on écrit, puis on oublie, tu vois. Puis c'est pas ça, pour moi, quand on est thérapeute, on pratique en fait. Bien sûr, il y a côté théorie, mais elles n'ont pas besoin d'apprendre ça avec moi en fait. Donc toi, tu es partisante de, je te pose la question parce que j'ai eu cette conversation avec un enseignant de yoga, il y a peu de temps. Tu es Ah, partisane en fait, voilà, vous avez appris le métier de sophrologue, c'est tout de suite qu'il faut se ah oui, lancer. Faut ah pratiquer, oui. faut se lancer. Faut passer au-delà de la peur, quoi. Ah bah de toute façon, la peur, elle est obligatoire. Moi, j'ai la peur. C'est très bien d'avoir peur. Moi aussi, j'ai peur. J'ai même encore peur maintenant. Puis, si tu veux, c'est une responsabilité d'avoir quelqu'un en séance quand Ah même. complètement. Et moi, je le prends très très à cœur. Donc, voilà, c'est pour ça, il y a toujours un enjeu, mais la peur n'empêche pas l'action. Et oui, c'est l'audace qui compte en fait, tu vois, c'est pas de rester dans la peur, effectivement, on fait pas grand-chose, hein. Parce que la peur, elle est nécessaire, elle est là, elle sera là, elle est obligatoire quelque part. Ce serait étrange de pas avoir peur. Mais c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut pas agir. La sophrologie, je suppose que ça aide à calmer les émotions comme la peur. Oui, et puis ça apprend si tu veux, à observer les situations autrement, à prendre du recul sur quelque chose. Mmh. Parfois, y trouver un sens aussi, ça c'est encore autre chose, mais c'est intéressant de trouver un sens à ce qui arrive. Et prendre du recul, c'est très important.
Je sais que tu pratiques la méditation, la sophrologie, les pranayama, que tu connais en fait toutes ces pratiques. Quelle est la différence pour toi vraiment entre ta pratique de la sophro, ta pratique de la méditation? Je trouve que le fond, il est quand même très similaire. Le fond, c'est la meilleure connaissance de soi, en fait, c'est ça, hein. Ce qu'on cherche, c'est à mieux se connaître, du coup, à mieux se sentir aussi dans sa vie, à être plus en phase, plus aligné avec soi-même. Ça, c'est certain. Après, peu importe, finalement, il y a des méthodes qui vont mieux convenir à certains qu'à d'autres. C'est accompagné aussi la sophrologie. Tu as quelqu'un qui est avec toi, on a Mm. plusieurs séances avec quelqu'un qui te guide. Alors, tu me diras le yoga aussi, mais c'est pas dans un but vraiment thérapeutique. Même si ça crée aussi hein, un réalignement et finalement, au bout de plusieurs années, peut-être quand même plus que plusieurs semaines pour le coup, on arrive à se réajuster. Et puis, il y aura des personnes qui, passer 1 heure de respiration, ça va être trop difficile pour elles, tu vois. Oui. Donc, ou faire du yoga postural, ça va être trop difficile, ou rester assis à méditer aussi. Euh, Mm. la sophro, ça pourrait être aussi quelque chose qui peut permettre à la fois de respirer, de faire des mouvements doux, mais aussi de travailler sur la visualisation, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la sophrologie, il y a toute cette partie-là qui est très importante aussi, de visualisation. Donc, effectivement, ça dépend un petit peu de chacun, du moment que à la fin, on va mieux. Tu vois, parce que les méthodes aussi bah, c'est normal d'en passer par une zone de turbulence, hein, ça c'est normal quand on arrive avec une problématique. C'est pas, ça va pas forcément de mieux en mieux. Il y a des périodes où ça va un peu moins bien, puis ça va mieux, mais enfin, globalement, l'idée c'est quand même d'aller de mieux en mieux. Bon, et alors on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Du coup, j'ai envie de te demander comment se porte ta respiration, Véronica. Alors ça, c'est une bonne question. Alors, elle se porte bien. Je te rassure là-dessus, parce qu'en fait, pour moi, c'est très très important que je sois cohérente. Si tu veux, la cohérence de ce que je propose, que je sois aussi le reflet de finalement, je me sentirais très très mal de proposer des choses aux personnes sans le faire moi-même. Ça n'irait pas, ça n'irait pas avec qui je suis. Donc, je me sentirais pas bien. De même que par exemple avec mes enfants, si tu veux, c'est par l'exemple en fait, je trouve qu'on éduque mieux. C'est parce que je vais faire et qu'ils vont me voir, par exemple, je sais pas, quand je me suis reconvertie, le travail que j'ai mis, l'énergie que j'ai mis. Voilà, ça, je pense que c'est comme ça qu'on transmet. Comme transmettre, c'est une de mes valeurs et que j'aimerais que les gens qui viennent, ben voilà, puissent s'approprier ça. Moi, je me sens mieux de le faire aussi et puis je me sens mieux pour moi. Bon, ça c'est vrai au quotidien. Je respire, je médite, je marche, je prends du temps pour moi, oui. T'arrives à faire ça tous les jours? Ah oui, oui. Ouais, bah après, il peut y avoir une journée particulière où je le fais pas, mais c'est rare. Franchement, c'est rare que je prenne pas au moins 5 minutes pour respirer, pour marcher, pour méditer. Et puis, au quotidien, je fais attention à mes pensées. Je fais attention de plus en plus, même si c'est évidemment loin d'être parfait, oh là là, mais à mes paroles et à mes actes. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour être mieux avec soi-même. Tu y fais attention pour que les 3 soient alignés, hein. Ben, j'y fais attention parce que je me rends compte que même quand on fait attention, c'est fou ce qu'on peut parfois dire ou penser qui est pas justement aligné avec ce qu'on aimerait. Il y a un travail sur soi à faire qui est d'une vigilance en fait du quotidien. Ouais, je te Même rejoins. sur la respiration, hein, la Mmh. posture et tout, c'est pareil. De temps en Mmh. temps, j'ai ah là, non quoi. En ce moment, donc, en pleine transmission de la méthode alignée, est-ce Mmh. que, tu as des projets dont tu peux nous parler, dont tu veux nous parler? Peut-être, des ateliers, un nouveau livre, un nouveau projet? De Oui. Alors, c'est encore secret, mais bon, d'accord, je t'en parle. Je je t'en ça pas la peine, hein, à peine que, je suis en train de terminer justement un dernier livre enfin, mon dernier livre. J'espère que ce sera pas le dernier, mais le dernier que je suis en train, d'écrire, justement sur la méthode alignée. Et donc ça doit te prendre Voilà. quand même pas mal de temps?
Ah ouais, ouais, c'est l'écriture, j'adore. C'est encore une autre forme de transmission qui me convient très, très bien et que j'adore. Mais là, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. D'ailleurs, mon éditrice trouve que je prends trop de temps parce que ça fait plus d'un an là que j'y suis, mais j'ai tellement de choses à dire et puis tu vois, j'enrichis de là, par exemple, encore ce matin, j'ai eu un cas et j'adorerais le mettre parce que je trouve qu'il s'est passé des choses super. Alors j'aime bien parler aussi de ce qui se passe en cabinet pour que là, les personnes, là, ce sera, à la fois pour les thérapeutes, mais pas seulement, puissent vraiment utiliser le process, que j'utilise pour les gens qui viennent. Donc voilà, ça c'est en cours et je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, peut-être en septembre, j'espère, si j'arrive à finir là. Sinon, donc, qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah oui, je fais des ateliers régulièrement. Là, c'est à peu près une fois par mois, différents thèmes. Là, ce sera sur la numérologie, justement. L'initiation à la numérologie pour que les personnes puissent calculer leur chemin de vie, apprendre à connaître les grandes apogées de vie, quand prendre des décisions importantes ou surtout pas les prendre, euh, quelle est justement l'énergie pour eux de l'année en cours, etc. Comment le calculer. Je trouve ça absolument passionnant. C'est comme un peu une carte, tu vois, qu'on te donne d'identité en quelque sorte à la naissance. Et connaître ça, ça fait gagner un temps fou, je trouve. Après, donc j'en fais régulièrement sur l'intuition, sur la respiration, sur l'hypnose ou autre chose, hein. Voilà, donc le mieux, c'est de voir les actus là je sais pas, sur mon compte Insta, par exemple. Ouais, justement, c'est comme ça que j'allais un peu clôturer notre conversation. On peut te suivre sur ton compte Instagram, Oui, Véronica Brown Sophrologie, c'est ça? non, c'est Véronica Brown du bas aligné. Donc, à bien noter. Et ton site web, et ton site web aussi. C'est juste mon nom, veronicabrown.com. Véronica, tiret, je crois qu'il y a un tiret, je sais C'est plus. très bien référencé. Donc, en général, quand on tape Véronica Brown sur Google, tout de suite, il n'y en a qu'une seule qui remonte. Bon, bah, C'est tant toi. mieux. Sur ton site, on peut retrouver les ateliers. Voilà, les formations, là, je vais continuer à former, les sophrologues aussi en hypnose à la rentrée et pour certaines aux techniques énergétiques ou à la respiration et après, bah, comme on parlait quand même beaucoup de respiration, j'ai créé un podcast, hein, sur la respiration. Oui, avec des petits Donc exercices. voilà, on peut, tous les jours faire des exercices, c'est guidé et c'est gratuit et ça fait beaucoup de bien. Il est disponible sur toutes les Apple plateformes? Podcast, Spotify, oui, oui, c'est bah, là pareil, je pense qu'on tape mon nom, il s'appelle Respire, on trouve. Donc, pour te suivre, Instagram, ton site, et on peut se faire du bien en t'écoutant avec ton podcast Respire. C'est parfait. Voilà, et le Club Sophro, si, pour tester, ça c'est quand même, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Pour des personnes, tu vois, qui ne savent pas forcément ce qu'est la sophrologie, et puis avoir un petit aperçu sympathique Puis et dans un groupe sympa, dans apparemment. un groupe qui est vraiment chouette, ou seul, hein, parce qu'il y en a qui, voilà, qui ne viennent jamais en live, hein, voilà. Ah oui, qui font que les replays. Donc, Ah en oui, fait, oui, c'est oui, vraiment bah ouais, chacun comme lui. c'est ça, exactement. Je te remercie infiniment pour ton temps, pour la transmission, pour le partage de tes connaissances, pour ta douceur. Merci Merci à toi, beaucoup. vraiment. Merci de ton invitation, Rémi. Et merci de l'avoir accepté. À très, très vite. À très vite.